Ça marche très bien. Donc, on va essayer de faire, comme on l'a dit, on va essayer de faire peut-être une petite demi-heure sur les raisonnements et on va essayer de passer au moins une heure sur les consciences erronées, sur d'essayer de voir un petit peu ce qu'on a vu précédemment. Entrez. Et essayer de reparler un petit peu de ce qu'a dit Geshe-la. On va essayer d'en reparler, même si je n'ai pas suivi le cours qu'il a donné ce matin, mais on va essayer de s'appuyer sur le texte et essayer de voir l'essentiel à comprendre. Ouais, c'est le plus important. Ok, et donc on va essayer déjà de voir un truc qu'on avait fait nous pendant le BP qui était intéressant. Est-ce que je peux enlever ça? Très bien. Ça s'appelle Vipassana parce que, comme vous le savez, on est dans le chapitre sur la vision spéciale. Ouais. Donc, c'est le mot sanskrit, Vipassana. Très bien. Et donc, on va essayer de voir ce dont on a parlé la dernière fois. OK. On va essayer de voir qu'il y a les objets d'observation de la saisie du soi. La dernière fois, les deux dernières fois, on a vu le problème. Ouais, vous vous souvenez? On a vu la saisie du soi de la personne et on a vu la saisie du soi des phénomènes. Vous vous souvenez? On avait fait la comparaison Svatantrika, Prasangika. Ouais. Très bien. Donc là, bien sûr, ça va être du point de vue Prasangika uniquement, parce que ce chapitre-là, il est Prasangika. Très bien. Donc voici Spider-Man. Ça commence fort. Voilà. Est-ce qu'il existe ou pas? Conventionnellement. Donc Spider-Man existe conventionnellement. Ça veut dire que on peut avoir son 06, etc., etc. On peut le toucher, on peut le voir, on peut Ouais. en parler. Non, c'est une fiction. C'est voilà, exactement. C'est un événement culturel. En tant qu'événement culturel, en tant qu'événement fictif, il existe. Mais en réalité, il n'existe pas, ouais. Parce qu'on ne peut pas l'appeler au téléphone pour sauver la guerre en Ukraine, etc., etc. OK, donc il n'existe pas. Ouais, très bien. Par contre, la panoplie existe. Ouais, ça, très bien. On peut la trouver dans tous les bons magasins. À prix modique. OK. Donc, dans notre exemple ici, elle symbolise l'apparence d'existence inhérente. L'apparence d'existence inhérente existe. Ouais, vous êtes d'accord? Oui. Pas l'existence inhérente. L'apparence d'existence inhérente. Ouais, faites bien attention, c'est très différent. Ouais. L'existence inhérente, c'est comme Spider-Man, ça n'existe pas. Mais le costume de Spider-Man existe. Donc, l'apparence d'existence inhérente existe. Ouais, vous êtes d'accord? Ça marche? Ouais, bravo. OK. Et donc, il faut bien que quelqu'un ait cette apparence. Il faut bien que quelqu'un mette le costume de Spider-Man. Ouais. OK. Et donc, il faut que cette personne existe. Ouais. Et donc, qui aurait donc besoin d'un sérieux relooking. Donc, ça, c'était à l'époque, quand on faisait les basic programmes. Cette personne existe, ouais, très bien. Donc, on pourrait dire, dans Spider-Man, c'est Peter Parker qui existe, ou si c'est l'acteur, c'est Tom Holland qui existe. Ouais, cette personne existe, vous êtes d'accord, conventionnellement. OK. La personne est donc l'objet d'observation de l'ignorance qui adhère à un soi personnel. Ouais, ça, c'est très important. La personne existe. Et elle donne l'apparence d'exister de manière inhérente. Ouais. Donc, l'apparence d'existence inhérente existe aussi, c'est le costume de Spider-Man, mais l'existence inhérente, Spider-Man, n'existe pas. Oui, oui, vas-y. Non, au contraire. La personne est l'objet d'observation de l'ignorance. En fait, l'ignorance ne prend pas l'apparence comme objet d'observation. Exactement, elle ne prend pas l'apparence. Elle apparaît à l'ignorance, mais elle n'est pas son objet d'observation. Exactement. En fait, l'ignorance, elle prend la personne, le simple jeu, comme objet d'observation, et elle lui colle un vernis d'existence inhérente que la personne n'a jamais eu. Mais l'ignorance en tant que telle, elle fait partie de n'importe quelle conscience, qu'elle soit sensorielle, mentale ou conceptuelle. Alors, donc, elle n'a pas un soi. Alors attention, l'ignorance afflictive, elle existe dans quelle conscience? La conscience mentale, uniquement. Ouais. Par contre, l'ignorance afflictive, l'ignorance qui saisit un soi, elle n'existe que dans l'ignorance qui saisit un soi, afflictive, comme les afflictions. Ouais. Afflictive, ouais. Les afflictions, c'est les facteurs perturbateurs, c'est les émotions malsaines, c'est comme vous voulez. Ouais, très bien. Donc l'ignorance afflictive, ouais. L'ignorance qui saisit un soi, l'ignorance qui saisit un soi inhérent. Ouais. Elle prend la personne, la simple personne comme objet d'observation, mais elle lui colle
un vernis d'existence inhérente qu'elle n'a jamais eu. Et cette ignorance existe dans la conscience mentale, mais à cause de cette ignorance-là, il y a une souillure d'apparence d'existence inhérente qui se manifeste à toutes les consciences. Ouais. Mais cette apparence d'existence inhérente n'est pas afflictive du tout, puisque ça fait partie du voile cognitif. Ouais, c'est pas afflictif. Ouais, ça joue? Ok, waouh, bravo. Très bien. Oui? L'apparence par rapport aux consciences sensorielles, j'ai l'impression que c'est l'inverse de ce qu'on disait hier. Parce que donc, la conscience sensorielle prend en compte aussi cette apparence trompeuse. Alors en fait, elle l'appréhende, mais elle ne la certifie pas. Ah, Ouais. d'accord. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Ça veut dire que on regarde une table qui nous plaît, elle est jolie, elle est bien dessinée, elle est colorée, etc., etc. On dit, tiens, elle est jolie, elle irait bien dans mon salon. Ouais. Donc, déjà, la table donne l'apparence d'existence inhérente à cause de notre ignorance, enfin, à cause des empreintes de notre ignorance fondamentale. Ouais. Ok, donc elle apparaît à notre conscience visuelle comme si elle existait de manière inhérente. Notre conscience visuelle, comme on a vu l'autre jour avec ce débat sur Tantrika Prasangika, la conscience visuelle n'a pas du tout autorité à certifier le mode d'être, la façon dont existe cette table. Cette table lui apparaît comme si elle existait de manière inhérente, mais la conscience sensorielle ne se préoccupe pas de ce mode d'être, elle ne se préoccupe que de la table. Très bien, excellent. Ensuite, notre conscience mentale va arriver, ça peut être pendant qu'on voit la table, hein, et peut saisir ou non ce qui apparaît à la conscience sensorielle. Elle peut adhérer, la plupart du temps on adhère, on dit tiens, cette table est super, elle irait bien chez moi, etc., etc. Et donc la plupart du temps on adhère, mais on peut ne pas adhérer parce qu'il y a ce troisième mode d'observation, ce mode d'appréhension, où on peut simplement penser à la simple table. Ouais, ça joue? Super, très bien. Okay. Et donc on a l'exemple des Prasangika. Vous vous souvenez, la dernière fois on avait vu le serpent à la place de la corde. Ouais. Donc il faut qu'il y ait une corde qui soit là. S'il n'y avait pas de corde, on n'aurait pas l'erreur de voir un serpent. Donc il faut qu'il y ait une corde qui soit là. Et il faut qu'il y ait une personne qui soit là pour qu'on la saisisse comme existant de manière inhérente. Si elle n'était pas là, on ne pourrait pas la saisir comme existant de manière inhérente. Donc conventionnellement, la corde existe. Conventionnellement, la personne existe. Ouais. Bravo. Très bien. Mais à cause de notre ignorance, on saisit la personne comme exactement de la façon dont elle nous apparaît, comme si c'était Spider-Man. Elle revêt le costume de l'apparence d'existence inhérente. Et à la place de la corde, qu'est-ce qu'on voit? Un serpent. Ouais. Donc les deux sont totalement erronés et totalement même fausses, puisque la saisie d'existence inhérente, c'est une conception fausse. Ouais. Toute conception, comme vous le savez, est nécessairement erronée, mais elles ne sont pas toutes fausses. Celles qui pensent que Kevin est une banane, vous vous souvenez? Celles qui pensent que Kevin est une banane ou celles qui pensent que là ce sont mes chaussures, alors que ce ne sont pas mes chaussures, ce sont des cognitions fausses parce qu'elles se trompent à l'égard de l'objet d'engagement, l'objet qu'elles sont censées comprendre. Ouais, vous vous souvenez? Très bien. Donc non seulement l'ignorance fondamentale, c'est une conception, donc elle est erronée forcément, mais en plus, elle est fausse. Donc elle se trompe sur toute la ligne. Il n'y a jamais eu de serpent en lieu et place de la corde. Il n'y a jamais eu de personne inhérente en lieu et place de la simple personne. Ça joue? Bravo, ça va pas trop vite? Un peu? Ok. Ok. Très bien. Ok. Donc n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à lever la main, n'hésitez pas à hurler, de prendre un mégaphone. Si ça va trop vite, ouais. Est-ce que là, ça va? Ok. Par rapport Oui. à ces deux exemples, avec Spider-Man, il y avait donc le costume de Spider-Man qui est donc l'apparence d'existence inhérente. Oui. Par rapport au serpent, Eh ben, en fait, le serpent lui-même, représente l'existence inhérente. Ah, c'est le serpent lui-même. Exactement. La corde, c'est la base, c'est l'objet d'observation. Ouais. Mais comme il y a l'objet qui l'acteur qui incarne ici, donc il y a trois éléments, il y a l'acteur qui incarne, il y a le costume, Oui. et puis il y a Donc il y a l'apparence d'existence inhérente, l'objet d'observation qui a cette apparence-là, et il y a l'existence inhérente. Donc l'existence inhérente, est-ce que c'est un existant ou pas? Est-ce que ça existe ou pas? L'existence inhérente.
Dans le domaine conventionnel, son costume, il existe. Son corps conventionnel. Alors, on ne parle pas de l'apparence de l'existence inhérente, on parle de l'existence inhérente. On parle de vacuité. Alors, l'existence inhérente, elle est totalement éliminée par la vacuité. C'est un non-existant, ouais. Ouais, très bien. OK. L'apparence d'existence inhérente va se manifester tant qu'on ne sera pas éveillé. Il n'y a que les Bouddhas qui n'ont pas cette apparence d'existence inhérente, qui n'ont plus cela. Ouais. OK. Et il y a bien sûr la saisie de l'existence inhérente, l'ignorance afflictive, ouais, l'ignorance fondamentale, qui est le premier des 12 liens de production dépendante. Ouais. Le Bouddha, on n'a pas dit qu'il voyait les deux. Il En fait, voyait le conventionnel et le exactement, mais le conventionnel, ce n'est pas l'existence inhérente, puisque l'existence inhérente n'existe même pas conventionnellement. Ouais. Donc, le conventionnel, ce sont les objets d'observation de cette ignorance fondamentale. Ouais. Les objets d'observation, la simple personne. Ça va trop vite. Dominique? Tu peux répéter les objets d'observation? Très bien. Donc, les objets d'observation, ce sont les simples conventions, les simples objets conventionnels. La simple table, la simple personne, le simple jeu, etc. Ce sont les objets d'observation. Ouais. OK. Ces objets... On perçoit avec notre sens. Exactement. Mais on pourrait dire que... Le contact avec ouais. la conscience visuelle. Mais les vérités conventionnelles ne sont pas que les objets des consciences sensorielles. Ouais. Oui, exactement. Par exemple, qu'est-ce qui pourrait être l'objet d'une conscience mentale qui n'est pas l'objet d'une conscience sensorielle, par exemple? Quand je pense à quelque chose. Exactement. Très bien. Donc, malgré tout, ta maison va quand même être l'objet d'une conscience sensorielle. Voilà. Une émotion. Oui, une émotion, exactement. Exactement. Tout à fait. Très, très bien. OK, une émotion. L'émotion, elle est l'objet d'une conscience mentale. Ouais. C'est une vérité conventionnelle, mais ce n'est pas l'objet d'une conscience visuelle. Ouais. Même si quelqu'un est clairvoyant et voit l'esprit de quelqu'un d'autre et voit l'émotion d'une autre personne, c'est sa conscience mentale qui va percevoir ça. Ce n'est pas sa conscience sensorielle. Parce qu'elle est dans la non-forme. Exactement. Une émotion, c'est de la conscience. Une conscience n'est nécessairement pas de la forme. Ouais, ça joue? Waouh, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Bon, ben, merci. Au revoir. On peut s'arrêter là, on ne fera pas mieux. Les 5 agrégats, parmi les 5 agrégats aussi sont conventionnels. Exactement. Tout à fait. Tout à fait. Les 5 agrégats sont des vérités conventionnelles, sont des conventions. Ouais. Tout ce qui est, en fait, souvenez-vous que la base de division des deux vérités, vérité conventionnelle et vérité ultime, c'est les existants. Ouais. Donc, vous avez une commode à 2 tiroirs. Un tiroir, c'est vérité conventionnelle. L'autre tiroir, c'est vérité ultime. N'importe quel existant doit entrer dans l'un ou l'autre des 2 tiroirs. Ouais. Ça joue? Et donc, ouais. Donc, on a une commode à 2 tiroirs, ouais, un placard à 2 tiroirs. Très bien. Sur le premier tiroir, il y a marqué vérité conventionnelle. Sur l'autre, il y a marqué vérité ultime. Ouais. Et donc, on doit... Bonjour. Oui, oui, pas de souci. Donc, on a un tiroir, c'est vérité conventionnelle. L'autre tiroir, c'est vérité ultime. N'importe quel existant doit nécessairement entrer dans l'un ou l'autre des 2 tiroirs. Ouais. À un moment donné. Nécessairement, même tout le temps, en toute occasion. N'importe quel existant avec les deux natures conventionnelles. Exactement, tout à fait. Ça veut dire que la table, entre une vérité ultime et une vérité conventionnelle, c'est quoi? C'est une vérité conventionnelle. La vacuité de la table, c'est une vérité ultime. Ouais. Malgré tout, la vacuité de la table, oui, Dominique? Oui, non, ça joue? C'est OK. La vacuité de la table, même si elle est liée à la table, elle ne pourra jamais entrer dans le tiroir vérité conventionnelle. Ah. Il pourrait y avoir des débats là-dessus. Il pourrait y avoir des débats là-dessus, mais on ne va pas entrer dans les détails. OK. Ce que je trouve intéressant, c'est de savoir que ça existe en même temps. Ça existe en même temps. Et ça, on ne pas souvent. Exactement, ça existe en même temps et dans une même nature. Quand on n'a pas l'un, on a l'autre. Tout à fait. Et quand on n'a pas l'autre, on a l'un. Non, C'est c'est ça, pas possible. C'est une même entité et c'est coexistant. Ouais, c'est-à-dire que la vacuité de la table, elle existe pendant que la table existe. Ni avant, ni après. Et la même chose pour la table. La table et sa vacuité existent en même temps. Ouais, ça joue? Oui, c'est ça. Si elle n'avait pas sa vacuité, elle ne pourrait pas être une production dépendante. Exactement, ce serait un non-existant. C'est ce qu'on disait hier, c'est les deux faces d'une même pièce. Tout à fait. Exactement. Ça veut dire que c'est une même nature, une même entité, mais avec deux phénomènes conceptuellement distincts. Ouais.
Ok, ça c'est très important. Ça c'est très important parce qu'on va y revenir. Ouais. On va y revenir. Ouais, quoi d'autre? On a utilisé une même nature, en fait, c'est une même essence avec le nature. Exactement, parce que entité, ouais, entité, nature et essence, c'est équivalent. Ouais, c'est équivalent en tibétain et en sanskrit aussi. Ouais. Entité, nature, essence. Ouais, exactement. Ok. Ça veut dire que c'est une même entité. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire, les deux phénomènes qui sont une même entité? Ça veut dire quoi? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire être une même entité? Oui, exactement, c'est lié, ce que vous dites toutes les deux. C'est-à-dire que si on pointe du doigt vers la vacuité de la table, où est-ce qu'on va pointer du doigt? Vers la table. Et si on pointe du doigt vers la table, on pointe du doigt nécessairement vers la vacuité de la table. Parce que les deux sont une même entité. C'est-à-dire, elles apparaissent. Si elles devaient apparaître à une perception directe, elles n'apparaîtraient pas séparément. Ouais. Si elles devaient apparaître, la vacuité n'apparaît pas à une perception directe visuelle. C'est pas possible, parce que c'est un phénomène permanent, etc. Mais la table est impermanente, ok. Donc, si les deux pouvaient apparaître à une même perception, elles ne pourraient pas apparaître séparément. Ouais. C'est pour ça que le Sutra du cœur dit la forme est vide, le vide est forme, etc. Très bien. Très, très bien. Très important. Ça joue? Ouais, très bien. Donc là, on a avec la fausse apparence d'existence inhérente. Donc le serpent en lieu et place de la corne n'existe pas. Spider-Man n'existe pas. C'est Peter Parker qui existe. C'est plutôt Tom Holland. OK, très bien. Donc une fois, Sasanté avait enseigné sur la vacuité. Et il y a toujours des questions-réponses qui sont données. Et à un moment donné, il y a un étudiant, quelqu'un de l'assistance qui a dit à Sasanté, vous avez dit que le soi n'existe pas. Et elle a dit, mais j'ai jamais dit ça. C'était pendant la traduction, c'était mal passé. Sasanté. Jamais personne, le soi existe, mais le soi conventionnel. Faites bien attention. Hein. Quand on dit le soi et le non-soi, quand on réfute le soi, on réfute toujours un non-existant. Ouais, nécessairement. Le non-existant, en fait, on ne peut pas l'éliminer parce qu'il n'a jamais existé. Par contre, la saisie d'un soi inhérent, ça, cette conception, on peut l'éliminer. Ouais. Vous avez par exemple un enfant qui n'arrive pas à s'endormir parce qu'il pense qu'il y a un monstre sous son lit. Ouais, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois quand on en avait parlé, non? Ok. Donc, on ne doit pas simplement dire à l'enfant, bah, regarde par la fenêtre, pense à autre chose, etc. Qu'est-ce qu'il doit faire pour s'endormir? Il doit s'assurer qu'il n'y a personne. Et qu'est-ce qu'il fait? Il regarde sous le lit et il constate l'absence pure et simple du monstre sous le lit. Ouais, il n'y a que comme ça qu'il peut s'endormir paisiblement. Ok, il n'y a pas de monstre sous mon lit. Ok. Et donc, quand on élimine le monstre, quel type de monstre on élimine? Un soi inhérent, un jeu inhérent, une personne inhérente, ou une personne absolue, indépendante, intrinsèque, etc. Jamais on ne réfute le simple soi. Ouais. Ok, si on devait réfuter le simple soi, on serait nihiliste. Très bien. Ok, donc ça, il y a aussi le mien. Dans la vue du destructif, il y a aussi le mien, mais on ne va pas trop s'en préoccuper. Ok. Ainsi, dans l'univers, tous les existants sont soit autres que les personnes, donc ici les phénomènes, les agrégats, soit les personnes. Vous êtes d'accord? On peut diviser tous les existants en personnes et non-personnes. Ouais? Très bien. On pourrait même diviser tous les existants en Dominique et non-Dominique. Donc, la catégorie des non-Dominiques serait extrêmement vaste. Forcément. Ok, donc là, on peut diviser les personnes et... Exactement, tout à fait. On en a déjà deux. On en a déjà deux. Mais c'est vrai que les non-Dominiques sont beaucoup plus nombreux. Ok. Donc, on a les phénomènes et les personnes. Ouais. Techniquement, une personne est un phénomène, puisque phénomène égale existant. Ouais. Donc, une personne existe, donc techniquement, c'est un phénomène. Mais là, quand on distingue le soi des personnes ou le non-soi des personnes et le non-soi des phénomènes, dans ce cas-là, c'est les phénomènes, les existants autres que les personnes. Ouais. C'est juste une petite distinction. Très bien. Et dans les personnes, il y a des personnes humaines et des personnes non humaines. Ouais. Ouais, ça, c'est très important. Un animal est une personne du point de vue bouddhiste. Ce n'est pas une chaise. Ce n'est pas un objet. C'est une personne. Ouais. C'est une personne pour laquelle on est censé obtenir l'éveil. Donc, on est censé ne pas lui faire du mal. C'est les personnes. C'est les personnes. Exactement. Les animaux et les humains. Exact.
Ah non, tout. Les insectes, tout ce qui est Les conscience, animaux, en fait. enfin, les insectes, oui. Les dévas, les dévas, les plétas, D'accord, tout ce qui existe dans votre monde aussi. exactement, tout ce qui possède une conscience. Ok. Parce qu'il y a être vivant et être conscient. Ça, c'est très important. Un arbre est un être vivant, Les animaux. mais ce n'est pas un être conscient. Les animaux sont des êtres conscients. Pourtant, maintenant, Mais ça n'a rien à voir. maintenant, au sujet des plantes, on sait maintenant la conscience qu'ils ont. Il y a un échange d'informations. Il y a un échange d'informations, mais un échange d'informations ne prouve rien. Si on branche l'ordinateur à l'imprimante, il y aura un échange d'informations. Est-ce qu'ils sont conscients pour autant? Et ça, c'est important de se poser ces questions-là. Ouais. Ok, sinon, le Bouddha n'aurait jamais prôné le végétarisme, parce que ce serait tuer des êtres conscients autant que les animaux. Ouais. Ok, très bien. Très, très bien. Donc ça, c'est très important. Les personnes sont des... c'est quoi la définition d'une personne? C'est un jeu désigné en dépendance de tout ou partie des agrégats, de l'un ou l'autre des agrégats. Ouais. Ok. Donc, un chien, un cheval, un cochon, etc. sont des personnes. Ok. C'est très important. Et donc, Dans la non-forme, alors on ne parle pas de personne. Quand une conscience qui est dans la non-forme, on ne parle pas de personne à ce moment-là. dans la non-forme, dans la sphère du sans-forme, pourquoi? Parce que c'est justement, c'est une personne qui est désignée en dépendance de tout ou partie des agrégats, en dépendance de l'un ou l'autre des agrégats. Donc, même s'il n'y a pas la forme manifeste dans le sans-forme, il y a les autres agrégats non formels. Et donc, la personne sera désignée en dépendance de ces agrégats non formels. On ne pourrait pas voir avec notre conscience visuelle. Oui, c'est par exemple, les êtres dans la sphère de la forme n'ont pas de forme, de forme manifeste. Ouais. Ils n'ont qu'une potentialité de la forme. Et donc, il leur reste les autres agrégats non formels. Et donc, cette personne sera désignée en dépendance de ces autres agrégats non formels. Donc, on les appelle des personnes. Ah oui, bien sûr, tout à fait. C'est pour ça que la définition, c'est « pompo ganron latene tarpenoa ». C'est-à-dire en dépendance de l'un ou l'autre des agrégats, ou en dépendance de tout ou partie des agrégats, on pourrait le traduire comme ça. Ce n'est pas nécessairement en dépendance des 5 agrégats. Ouais. OK. Et donc, parmi toutes ces personnes qui sont en nombre infini, il y a les personnes qui sont autres que moi et il y a moi. Ouais. OK. Et donc, quand on parle de la saisie du destructible, la vue du destructible, la saisie qui considère le jeu comme existant de manière inhérente, c'est le jeu dans mon continuum. C'est-à-dire que quand je me considère moi comme existant de manière inhérente, c'est la vue du destructible. Si je vous considère comme existant de manière inhérente, c'est juste la conception d'un soi des personnes. Ce n'est pas la vue du destructible. Ouais. Ça joue? OK. Ouais, la vue du destructible, la vue de la collection transitoire. Ouais. La vue de la collection transitoire. Satkaya Drishti en sanskrit, c'est-à-dire la vue de l'ensemble transitoire. Ouais. OK. Donc, comme on l'a dit, il y a les phénomènes autres que les personnes et les personnes. Ouais. Ça va? Une table est une personne? Non. OK. Donc, si on considère la table comme existant de manière inhérente, c'est une saisie d'un soi des phénomènes. Si maintenant je vous considère comme existant de manière inhérente, c'est quoi? C'est la saisie d'un soi des personnes. Ah non, non. La personne, c'est là. Tu es la seule à être une personne? Quand on fait l'analyse, on utilise le soi. Oui. Donc, après, on projette sur les autres. Oui. Et ce qu'il faut voir, c'est que on peut considérer les autres comme existant de manière inhérente. Et on le fait. Et on le fait. C'est pour ça que on est joyeux quand on est à côté de quelqu'un et on est désespéré quand cette personne n'est pas là, etc. etc. Ouais. Donc, parce qu'on considère l'autre comme existant de manière inhérente. Ouais. Donc, dans cette occurrence-là, dans ce contexte-là, c'est une saisie d'un soi des personnes. Ouais. Est-ce que je vous considère, vous êtes des personnes, vous êtes d'accord? Dites-moi oui. Mais pas des choses. Ah si, pour le bouddhisme, oui. Parce que vous êtes impermanent, donc vous êtes des choses produites. Vous n'êtes pas des choses immatérielles. Ok. Ah si, vous êtes des choses immatérielles. Est-ce que la personne... Est-ce que la personne, c'est quoi alors? Alors, on va essayer de reprendre les bases. Oui. Tout ce qui était en dehors de cette conscience, qui est en accord avec cette conscience, est autre. Et en effet, et vous êtes des personnes autres que moi. Ouais. Donc, en effet, quand on dit le soi des phénomènes, les phénomènes, ça veut dire les phénomènes autres que les personnes. Donc, ça veut dire le soi de la table, etc., etc. Ouais. Autres que les personnes. Ouais. Mais vous êtes des personnes. Ouais. Donc, une personne, c'est quoi? C'est un phénomène impermanent. Vous êtes d'accord? Vous êtes impermanent. Ouais. Sûr? OK. Très bien. Et donc, en philosophie bouddhiste, il y a...
une personne impermanente. Oui, pardon. Oui, ça joue? OK. Et donc, en philosophie bouddhiste, vous avez 3 catégories des impermanents. Normalement, il y en a qui le savent. Ouais, il y en a qui ont étudié un peu la philo, les débats, tout ça. Oui. 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 OK. Les impermanents qui sont de la matière, ou les impermanents qui sont de la forme, c'est comme vous voulez. Une table, une chaussure, un arbre, etc., etc. OK. Les impermanents qui sont de la conscience. Ouais. OK. Très bien. Vous avez les sensations, les identifications, les consciences, conscience mentale, conscience visuelle, conscience conceptuelle, conscience non conceptuelle, conscience erronée, conscience non erronée, etc. Toutes les consciences. Facteurs mentaux, etc. Tous les facteurs mentaux, les émotions, tout ça c'est de la conscience. OK. Les vraies origines de la souffrance. Les vraies origines, c'est quoi? Le karma et les afflictions. Le karma, c'est quoi? Le facteur mental intention. C'est ça le karma. Donc, c'est de la conscience. Et les afflictions, c'est de la conscience. Donc, les vraies origines de la souffrance, c'est de la conscience. OK? Très important. Et il y a une troisième catégorie d'impermanents qui ne sont ni forme ni conscience, comme le temps. T'as trouvé dedans? L'espace. OK. L'espace est permanent. Ah oui, l'espace. Oui. OK, ça marche. Très bien. Ni forme, Les graines karmiques. graine karmique. Les graines karmiques, oui. Ni forme, ni sans Oui. forme. Voilà, ça veut dire ni forme ni matière. Ni forme ni conscience, pardon, excuse-moi. Les impermanents qui ne sont ni forme ni conscience. C'est-à-dire la troisième catégorie des impermanents, ouais. Comme le temps, l'impermanence elle-même et la personne. La personne, c'est un composé non associé. Ouais, c'est impermanent, mais la personne n'est pas son corps. La personne n'est pas sa conscience. Elle n'est ni forme ni conscience. Pourquoi est-ce qu'on peut associer ça à ce que d'autres disent l'âme? Non, c'est un composé non associé, comme le temps. C'est impermanent, c'est impalpable, puisque ça n'a pas de forme. C'est ce qui vit après la mort. C'est pas de la conscience. C'est pas de la conscience. Mental égale conscience. Hein. Voilà, il faut bien garder à l'esprit que conscience égale mental hein, dans le bouddhisme. Ouais. OK. Mais est-ce que donc, la personne, c'est ce que vous appelez la personne dans le bouddhisme, c'est ce qui continue après la mort terrestre? En fait, oui, le simple jeu, c'est le simple jeu le simple jeu général. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, OK, je crois qu'on aurait dû faire plus de cours que ça. On aurait dû en faire plus. Parce que là, c'est vraiment la base de la philosophie bouddhiste. Si on n'a pas ça, c'est très difficile de suivre après. Donc, il faut vraiment connaître ça. OK. Donc, c'est ce que dit Arya Nagarjuna dans le chapitre 27, le dernier chapitre du traité du milieu. Donc, c'est le simple jeu qui parcourt les différentes existences. Ouais, par exemple, où est passé notre jeu de ce matin? Est-ce qu'il existe encore ou pas? Non. Est-ce que notre jeu a cessé pour autant? Pourquoi? Parce qu'il a continué. Exactement. Notre jeu, notre simple jeu existe à chaque instance du jeu qui passe. Maintenant, le jeu de maintenant est en train de disparaître. Mais est-ce que mon simple jeu va disparaître? Non, parce qu'il va continuer à exister avec le deuxième jeu qui va arriver, etc., avec le jeu de demain, etc. Ouais. C'est le simple jeu qui passe de vie en vie, qui accumule le karma, qui est le détenteur du karma. Il n'y a que ça. Et c'est une simple désignation, ouais, c'est très important. OK. Ça va? Waouh, magnifique. OK, très bien. Donc, on a dit, on peut saisir les autres personnes comme existant de manière inhérente. C'est la saisie en soi des personnes. Ouais. Par contre, si on saisit notre propre personne comme existant de manière inhérente, là, c'est la vue égotique. C'est la vue du destructif, la vue de la projection transitoire. J'ai quand même une question sur le jeu. Oui. Est-ce qu'il est composé ou incomposé? Il est nécessairement composé. Composé de... Hein? Alors, ça dépend, parce qu'il y a deux sens de composé. Il y a composé causalement composé. C'est ce qu'a dit le Bouddha dans le Dhammapada. Il a dit Sarva samskara anicca. Tous les composés sont impermanents. Mais là, il a sous-entendu tous les causalement composés sont impermanents. Il y a des composés, par exemple l'espace, qui sont permanents. La vacuité, c'est composé, parce que c'est composé de toutes les vacuités. La vacuité de la table, la vacuité de nous, etc. Et la vacuité générale, elle est composée par toutes ces vacuités. Ouais. Et elle est permanente. Donc, elle est composée de parties, mais elle n'est pas composée causalement. Ouais. C'est deux sens de composé très importants. Ouais. Moi, je pensais que la vacuité était un peu
Ah non, Parce qu'elle est constamment changeante. non. Elle est permanente. Pourquoi elle est permanente? Parce que c'est une négation non affirmative, une simple absence. Ouais. Une simple absence n'a aucune substance pour se transformer. Ouais. Ça, c'est très important. Très important. La vacuité est permanente, mais elle est temporairement permanente. Ça veut dire quoi, permanent? C'est quoi la définition des permanents? Voilà, donc il s'ensuit qu'une corne de lapin est permanente, qu'elle ne change pas d'instant en instant. Un phénomène qui ne change pas d'instant en instant. Un existant, il faut que ça existe, et il ne change pas d'instant en instant, il est statique. Ouais. Mais on ne dit pas combien de temps elle dure, on ne dit pas si c'est pour toujours ou pas. Ouais. Ok. Ah bon? Donc ça veut dire que l'existence inhérente existe alors. Elle n'existe pas en soi. C'est très différent. Ok. Ok. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Composé, incomposé, tout ça? Ouais. Bon, ouais, ça mériterait un cours supplémentaire. Franchement, ça mérite vraiment. Ok. Oui, ça c'est vraiment la base. Vraiment la base. Ok. Par exemple, vous avez un éclair dans le ciel. Est-ce que cet éclair existe de manière inhérente? Non. Rien n'existe de manière inhérente. Donc, vous avez la vacuité d'existence inhérente de l'éclair dans le ciel. Ouais. Ça joue? Alors, l'existence inhérente, ce serait l'opposé d'une existence. Non. L'existence inhérente, ça veut dire qu'on pourrait le trouver dans sa base d'imputation. Ce serait l'opposé d'une existence simplement nominale. L'existence inhérente, ça veut dire, si tu cherches la table dans la machine à rayon X ultime, tu trouves quelque chose dans la table. Tu trouves quelque chose comme étant la table. Ça, ce serait une existence inhérente, l'existence de son propre côté, de manière purement objective. Ouais. Et rien n'existe comme ça. Parce que plus on va zoomer, moins on va trouver l'objet. Et donc, ça veut dire que, qu'est-ce qu'on trouve? La vacuité d'existence inhérente de la table. C'est l'analogie de l'éclair. Voilà, donc l'éclair. L'éclair, est-ce qu'il existe de manière inhérente ou pas? Est-ce que quelque chose existe de manière inhérente? Quelque chose qu'on puisse trouver dans sa base d'imputation? Non, rien. Donc l'éclair est vide d'existence inhérente. Donc la vacuité de l'éclair, combien de temps elle dure? Le temps de l'éclair. Elle aura été permanente le temps qu'elle dure, de manière très brève. Elle n'aura pas changé d'instant en instant le temps qu'elle dure. Elle aura été permanente temporairement. Ça change tout. Et c'est la même chose pour la table. La table, elle dure, disons, 20 ans. Ok. Un jour, elle sera détruite, brûlée, enfin, j'en sais rien. Que va devenir sa vacuité? Le temps que la table existe, sa vacuité existe. Sa vacuité est permanente le temps qu'elle existe, mais quand la table disparaît, sa vacuité disparaît. Donc, elle aura été permanente, mais elle aura, à un moment donné, fini d'exister. Ouais. Parce que ça ne peut exister qu'avec leur vacuité. De toute façon. Que ça n'existe plus, la vacuité n'est plus. Exactement. Ça ne peut pas être un sans. Bien sûr, parce que la vacuité est une caractéristique de la table. Comment est-ce qu'on pourrait avoir la couleur de la table sans la table? Comment est-ce qu'on pourrait avoir la couleur rouge de la table sans la table? Elle ne lui survit pas. Ben, son impermanence non plus, sa vacuité non plus. Donc, en fait, quand on analyse comme ça, on estime que, par exemple, la vacuité de la table est permanente dans le sens où elle ne change pas. Exactement. C'est pas comme une couleur qui peut se changer, des atomes. C'est tout à fait ça. C'est dans ce sens-là qu'on dit qu'elle est permanente. Oui. Exactement. Ça joue? Magnifique. Là, vous avez les bases. Donc, quand Ariana Garzona, dans le chapitre 24, dit la vacuité est l'incomposé, il parle bien de l'incomposé dans le sens causalement incomposé. Elle est permanente, ouais. Ok. Mais elle est composée de ses parties. Ok. Souvent, on a l'impression que quand on dit vacuité permanente, c'est pas dépendant. Exactement. Alors, c'est lié, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que si quelque chose avait une existence inhérente, ça veut dire aurait une existence
indépendante, totalement indépendante, et donc indépendante par rapport à des causes et conditions en particulier. Et donc, ça veut dire que ce serait nécessairement permanent. Si ça avait une existence inhérente, ce serait permanent. Mais si c'est permanent, ce n'est pas associé à une existence inhérente. Parce que ça dépend. Ça ne dépend pas de causes et conditions, mais ça dépend de ses parties constituantes, d'une désignation conceptuelle, etc. Ouais. Ça joue? Voilà, vous avez compris énormément de choses. Là. Franchement, c'est énorme. J'ai quand même une question par rapport à l'espace, parce que pour moi, l'espace est continuellement en mouvement et en train de changer. Donc, c'est quand même complètement bouddhiste de dire que l'espace. On ne parle pas de l'espace intersidéral et on ne parle pas de l'espace d'Einstein. Ouais. Ce n'est pas l'espace d'Einstein qui peut être modulé, tordu, etc. Ça, ce n'est pas du tout la même chose. On ne peut pas tordre une simple absence. Ouais. Par exemple, l'absence d'éléphant sur ma table. Est-ce qu'on peut la tordre? Non, c'est une simple absence, c'est une simple négation. Ouais. Et donc, l'espace est une simple négation, une négation de contact obstructif. Ouais. L'espace bouddhiste, pas l'espace d'Einstein, pas l'espace intersidéral. Ouais. C'est-à-dire que l'espace circonscrit par ma tasse, imaginons qu'il fasse très chaud, ma tasse va se dilater. Ensuite, il va faire très froid, ma tasse va se rétracter. Ouais. L'espace circonscrit par la tasse va forcément être un peu plus grand ou un peu plus petit. Mais lui-même n'aura pas changé. C'est juste la circonscription conceptuelle en dépendance de la tasse qui va évoluer. Par exemple, si je vous demande de faire la distinction entre l'espace dans ma tasse et l'espace occupé par la tasse, est-ce qu'il y en a un qui est plus grand ou pas? Non. L'espace dans la tasse est nécessairement plus petit et l'espace occupé par la tasse est nécessairement plus grand. Ah, ben oui, d'accord. Ouais. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? En effet, il y a une tasse qui est là en dépendance de laquelle on va désigner l'espace. Mais qu'est-ce qui fait vraiment la différence? Qu'est-ce qui choisit d'observer l'espace dans ou à l'extérieur de la tasse? La conscience conceptuelle. Il n'y a que ça. Et donc, vu que ça dépend d'une conscience conceptuelle qui élimine l'absence d'obstruction et qui circonscrit ça en dépendance de la tasse, ça veut dire que l'espace est une simple imputation dans le sens où c'est un phénomène permanent. Ouais. C'est une simple absence. Si on serait statique, on serait figé, on serait statifié. C'est comme si l'espace était fait de verre, et bien on serait figé. Mais non, au contraire, c'est une absence d'obstruction matérielle, donc on peut bouger, on peut se développer, etc. Ouais. Très bien, c'est pourquoi, vu qu'il y a de l'espace dans la tasse, on peut mettre du temps. C'est quand même assez pratique. Très bien. Donc là, ça aurait mérité vraiment une classe séparée, mais je ne savais pas où est-ce qu'on pouvait, comment dire, sur quoi s'appuyer. Très bien. OK. Les phénomènes autres que les personnes. Les personnes, dont moi, parce que je fais partie des personnes, et ce qui est mien, existent. Vous êtes d'accord? OK, waouh. Mais n'existent pas en soi. N'existent pas de manière inhérente, indépendante, intrinsèque, de son propre côté, etc., etc. Si vous dites oui à la première, non à la... Enfin, si vous dites oui à la deuxième et oui à la deuxième, si vous dites oui aux deux, vous acceptez les deux, vous êtes nécessairement dans la voie médiane. Parce que existe, ça réfute le nihilisme. N'existe pas en soi, ça réfute l'existence inhérente, l'absolutisme, ouais, l'existence absolue. OK. Très bien, mais sont conçus à tort comme existant en soi ou de manière inhérente. Donc ça, c'est à cause de l'ignorance. Très bien. OK. Donc c'est une conception fausse qui est la racine du samsara, mais c'est surtout la vue du destructif. C'est ce que dit Acharya Chandrakirti. Ouais. Etc. Toutes les fautes et toutes les afflictions viennent de la vue du destructif. OK. Et donc cette conception fausse, c'est comme une réalité augmentée. Alors, vous avez des applications maintenant, si vous voulez acheter un fauteuil, etc. Vous prenez une photo de votre appart et vous prenez une photo du fauteuil et vous pouvez installer le fauteuil chez vous et vous pouvez savoir où il va mieux par rapport à la déco. Est-ce qu'il y a un fauteuil dans votre maison? Est-ce qu'il y a ce fauteuil dans votre maison? Non. Mais il donne l'impression d'être dans votre maison. Ouais. Donc, c'est une réalité augmentée. C'est ça qu'on appelle maintenant la réalité augmentée, avec des Pikachu, avec plein de choses. Ouais. Et ben, c'est exactement ça. C'est un terme spécifique bouddhiste? Non, c'est vraiment importé du.
C'est pour faire comprendre un petit peu, ouais. Ok, donc là, on a une réalité augmentée. C'est un petit peu, imaginons que vous ayez un problème sur le bras, vous avez un mélanome, par exemple. Ouais. Donc, c'est un truc qui ne devrait pas être là. Mais il est là. Qu'est-ce qu'on va faire? Une ablation. Vous êtes d'accord? On retire quelque chose. On réfute quelque chose. Exactement. Et qu'est-ce qui existe là dans notre exemple? C'est la conception d'existence inhérente. Ouais, ça existe. Ouais. L'apparence aussi, etc., etc. Ok, donc on va faire une ablation. Âme sensible s'abstenir, ça va saigner. Ok. Il faut utiliser le scalpel de la sagesse, ouais, ou le sabre laser de Hermann Juchy, c'est pareil. Pour faire l'ablation de cette conception fausse innée, il faut retirer exactement ce qu'il faut. Ouais. C'est-à-dire que si on ne réfute pas assez, on en laisse. On en laisse et donc ça finit par proliférer, ça continue, etc. Et si on réfute trop, on coupe le bras. Ouais, on ressemble à la Vénus de Milo. Donc il faut ni enlever trop peu, ni enlever trop. C'est ça le juste milieu. Et pour le faire, il faut comprendre l'objet de négation. Qu'est-ce qu'on doit enlever? Qu'est-ce qu'on doit enlever? Si on enlève trop, on devient nihiliste. Si on n'enlève pas assez, on est absolutiste. Ça joue? Magnifique. Ok. Donc les objets de négation, il faut qu'il y ait des objets qui soient éliminés. Donc ça veut dire que si on veut lancer une flèche, il faut savoir où la lancer. On ne peut pas lancer comme ça au hasard, tiens, je vais tirer par-ci, par-là. Non. Il faut savoir où pointer le scalpel, exactement. Donc, comme on l'a vu, on a vu qu'il y avait un soi personnel unitaire, permanent et autonome. Ouais, vous vous souvenez? Ça, c'est philosophiquement acquis ou c'est inné pour le Prasangika? Ou pour les Madhyamika, tels que les appelle Lama Tsongkhapa ici, mais en réalité, ils parlent de Prasangika, ouais. Rien n'est accepté chez les Prasangika. Tout ça, c'est des objets de négation, ouais. Tout le monde pense qu'on est du moins unitaire permanent. C'est un peu les deux. Il y en a qui disent c'est qui disent que c'est acquis. Pour les Prasangika, c'est acquis? Oui, dans les Prasangika, c'est uniquement acquis. C'est tellement grossier que c'est uniquement acquis. Ah, j'ai oublié. Ah si, j'ai apporté celui-ci. Si vous lisez l'anglais, il y a Chandrakirti's Sevenfold Reasoning. Ça, c'est très très bon. C'est de Joe Wilson. Et donc, il explique tout ça. Et à un moment donné, il en parle aussi. Et Jeff Hawkins aussi, Sassante, etc. Il y a énormément de matériel en anglais surtout. Pour les Prasangika, le premier, ils se disent, mais c'est tellement grossier, tellement alambiqué qu'ils ne se prennent même pas vraiment le chou à l'éliminer. Mais c'est facile quand même. Vous pouvez le faire quand même. Est-ce que vous êtes impermanent? Oui. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on peut être à la fois permanent et impermanent? Non. Donc, si vous êtes impermanent, ça élimine la saisie de votre permanence. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez des parties? Oui, on a des parties. Le jeu de maintenant a des parties, le jeu d'avant, le jeu d'après, etc. Est-ce que vous êtes autonome? Non. Vous dépendez de vos agrégats, vous dépendez des causes et des conditions, etc. Donc, c'est tellement facile pour les Prasangika, ils éliminent ça extrêmement rapidement. Ouais. Donc, ça, c'est purement philosophiquement acquis. Après, les autres, ils peuvent être les deux. Autosuffisant et substantiel, véritable ou inhérent. Ça peut être inné ou acquis en fonction de est-ce qu'on a une accointance avec la philosophie, avec des bouquins de théologie, etc., ou de philosophie, etc. Et donc, on peut sous-tendre notre saisie innée avec de la réflexion. Et donc, ça devient à la fois inné et acquis, tout simplement. OK. Sauf le soi véritable des soi tantrika, des autonomistes. Ouais. Pour les Prasangika, c'est philosophiquement acquis, tout simplement, parce que c'est trop alambiqué. Donc ça, on en a déjà parlé, je ne vais pas insister beaucoup. Okay. Donc leur négation devient tout simplement le non-soi. Ouais. Un soi permanent, unitaire, autonome. Vous le réfutez, vous avez quoi? Un non-soi, tout simplement. Ouais. OK. Pour les Prasangika, seule l'absence d'un soi véritable ou inhérent, donc seul le non-soi subtil et la vacuité. Ouais. Les autres, c'est des non-soi grossiers. Très bien. Et en négation, donc la négation d'un soi véritable ou inhérent est le non-soi équivalent à la vacuité ou la vérité ultime des phénomènes et des personnes. OK? Ça joue? Donc la négation d'un soi véritable ou inhérent, donc c'est la négation d'un soi le plus subtil, c'est le non-soi le plus subtil. Et ce non-soi le plus subtil, c'est équivalent à la vacuité. Ouais? Vacuité d'existence inhérente des personnes et des phénomènes. Même s'ils disent que l'objet de négation
C'est tellement grossier qu'on ne pense pas, on peut intellectuellement le déconstruire facilement. On vit sur cette base-là. On agit toujours tant qu'on n'a pas éliminé directement. En fait, en effet, mais les réactions qu'on a, c'est en dépendance du soi inné, la saisie innée. Ça veut dire qu'un bébé ne va pas se concevoir comme permanent, unitaire et autonome. Un animal ne va pas se concevoir comme permanent, unitaire et autonome. Mais ils ont nécessairement la conception d'un soi inné. Parce qu'ils naissent avec ça. C'est ce qui les fait renaître. Ouais. Et donc, tu peux mettre quelques astuces évidemment. Oui. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on a tous la saisie d'un soi subtil, nécessairement. Parce que c'est ça la racine du samsara. Ouais. Même si la saisie d'un soi autosuffisant et substantiel, c'est plus grossier pour les prasangika, c'est quand même grossier, mais cette saisie existe et elle engendre quand même des afflictions. Donc, il faut quand même s'y attaquer. Il faut commencer par s'y attaquer. OK. Si vous pouvez lire, par exemple, Se voir tel qu'on est de Sasanté Dalai Lama, c'est magnifique. Il explique très, très bien, pas à pas, comment est-ce qu'on médite sur le non-soi de la personne, comment est-ce qu'on fait la différence entre l'absence d'un soi autosuffisant et substantiel de la personne et l'absence d'un soi inhérent de la personne, de manière expérimentale. C'est très, très important. How to see yourself as you really are, en anglais. OK. Ça joue? Ça marche. Donc, on va voir quelques raisonnements. En fait, je voulais avoir plus le temps de les voir, d'en voir encore plus nombreux. Mais là, vous avez la base. Très bien. Essayez de bien comprendre déjà quand on apprend en philosophie la logique, etc., l'épistémologie. Les existants peuvent être divisés en deux. On a dit vérité ultime, vérité conventionnelle, dominique et non dominique, table et non table, et un ou différent. C'est-à-dire que vous avez cette même commode avec un tiroir qui s'appelle un ou singulier. Vous avez un autre tiroir qui s'appelle différent. Si ça existe, ça doit nécessairement entrer dans l'un ou l'autre. Vous êtes d'accord? OK. Très bien. Donc la définition de 1, c'est phénomène non divers ou phénomène non distinct, comme vous voulez. Et donc c'est dans la définition, ça veut dire que ça doit exister. Phénomène égale existant. Ouais. C'est-à-dire qu'une corne de lapin n'est pas une. Elle n'est ni une ni différente. Une corne de lapin, c'est un non existant. Ouais. OK. On pourrait dire une licorne verte à pois bleus. Elle n'est ni une ni différente. Hein, parce que ce n'est pas un phénomène non divers. Hein. Donc ça, ceux qui ont étudié la philo, les débats, ils ont des bagages en plus. OK. Et phénomène différent, les différents, c'est défini comme étant phénomène divers ou phénomène distinct, comme vous voulez, c'est pareil. Ce saut est cheveux. OK. Donc, ça peut être divers en termes de sens ou en termes de son. Ouais. Par exemple, Dominique et Dominique, elles sont différentes ou pas? Oui. Pourtant, c'est le même son. Et le sens est différent. Il y a Dominique là et il y a Dominique là. Ouais, c'est deux significations différentes, deux personnes différentes. Vous êtes d'accord? Très bien. Donc, elles sont distinctes, vous êtes diverses en termes de signification, pas en termes de terminologie. Ouais. OK. Très bien. Laksam et Franck sont différents en termes de désignation, mais pas en termes de sens. C'est la même personne. Ouais. Et il y a table et chaise. Table et chaise sont différentes en termes de son et en termes de sens. Ouais. OK. Très bien. Ça, c'est vraiment la base. Ouais. OK. Donc ça, c'est très, très important à comprendre. Parce que ce qu'on va faire, par exemple, ce que fait Ariana Nagarjuna dans le chapitre 18, j'ai noté plusieurs passages, mais on n'aura pas le temps. Le tout premier, la toute première strophe du chapitre 18, que commande Sasanté dans La foi fondée sur la raison, ou dans Comprendre la vacuité. Il y a ces deux enseignements dans lesquels il commente les 3 chapitres importants de Ariana Nagarjuna. OK. Vous avez le chapitre 18, où il compare la personne et les agrégats. Et il fait souvent ça, même dans l'analyse des dhatus, par exemple, des éléments. Il fait la même chose, il compare l'espace avec la définition de l'espace. Donc, il est extrêmement utile, cet argument. OK, chapitre 18. Très bien. Il dit, si le soi était les agrégats, il participerait au fait de venir et de
de cesser, comme le font les agrégats. S'il était quelque chose d'autre que les agrégats, s'il était séparé des agrégats, ce serait quelque chose qui n'aurait pas les caractéristiques des agrégats. Donc, on va essayer de voir ça. OK. Dans le chapitre 22 aussi, ça aime beaucoup méditer sur le chapitre 22, où Arya Nagarjuna compare le Bouddha et ses agrégats. C'est très similaire, très similaire. OK. Et ensuite, dans ce même chapitre 18, Arya Nagarjuna dit on peut l'appliquer à n'importe quel phénomène. Parce que vous avez la table et la base de désignation de la table. Ouais. Vous avez la personne et la base de désignation de la personne. Est-ce qu'ils sont un? Est-ce qu'ils sont différents? Donc ça, vous pouvez l'appliquer à n'importe quoi. Parce que n'importe quoi est nécessairement un phénomène désigné en dépendance d'une base d'imputation. Est-ce que les deux sont un ou est-ce qu'ils sont différents de manière inhérente? Ouais. OK, parce que la personne est différente de ses agrégats, vous êtes d'accord? On a une personne, 5 agrégats. Ouais. Donc une personne devrait être égale à 5 agrégats, ce n'est pas possible. Donc elle est différente des agrégats, conventionnellement. Sauf que si elle était de manière inhérente, elle serait séparée des agrégats. Elle serait plus que différente des agrégats, elle serait des entités différentes avec ces agrégats. Ce serait une différence exacerbée si c'était inhérent. Ouais? Ça joue? OK. Et on a dit la personne et ses agrégats sont une même entité. Est-ce qu'ils apparaissent à une même perception directe? Ils n'apparaissent pas séparément. Ouais. S'ils étaient une même entité de manière inhérente, ils seraient plus qu'une même entité, ils seraient un. Et donc, on doit réfuter ces deux-là. C'est pourquoi on n'a ni un ni différent. OK. Et il n'y a pas de troisième possibilité. Ça va, Dominique? Oui. OK. Il n'y a pas de troisième possibilité. On a dit que c'est les deux tiroirs de la commode, soit un, soit différent. Il n'y a pas de troisième tiroir. OK. Là, vous avez la base d'imputation de l'Europe. Ouais. Vous avez différentes caractéristiques, différents pays, différentes mers, différentes montagnes, etc. C'est la base d'imputation de l'Europe, l'Europe territoriale, on pourrait dire. OK. Et la base d'imputation, c'est l'Europe elle-même, le phénomène imputé. Et vous avez pardon, j'ai dit quoi, la base d'imputation? J'ai dit le phénomène imputé. Le phénomène imputé, c'est la désignation Europe, les pays d'Europe, etc., etc. Et vous avez les territoires qui sont la base d'imputation. Tout va bien, ils sont une même entité. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que où apparaît, vous regardez sur un satellite, où apparaît l'Europe, apparaissent nécessairement les caractéristiques de l'Europe. Ouais. Donc ils apparaissent et ils n'apparaissent pas séparément. Ils sont une même entité. Très bien. OK. Quoi? Base d'imputation, phénomène imputé, c'est une base d'imputation et imputation. Oui, ou phénomène imputé, comme tu veux. Ouais. Ouais, ça revient au même. Ouais. Tout à fait. Donc si l'Europe était sa base d'imputation, il y aurait autant d'Europe que de caractéristiques de l'Europe. Ouais. Si la personne était sa base, c'est quoi la base d'imputation de la personne? Les agrégats. Il y en a combien? 5. Si la personne était exactement la même chose que ses agrégats, on aurait 5 personnes. Ouais. Donc là, si l'Europe était exactement la même chose que sa base d'imputation, il y aurait autant d'Europe qu'il y aurait de pays d'Europe. Ouais. Ça joue? Très bien. Ou bien les multiples pays seraient un seul. Les 5 agrégats seraient un seul, une seule et même personne. Ouais. Ça joue? Puisqu'il serait un de manière indivisible. Si l'Europe était intrinsèquement autre, donc différente, dans le sens différente de manière inhérente, ouais, elle serait séparée de sa base d'imputation. Vous auriez sa base d'imputation ici, et vous auriez l'Europe en Asie, par exemple, puisqu'elle serait intrinsèquement différente. Ouais, elle serait séparée, tout simplement. Ce seraient des entités, des natures différentes. Mais ce n'est pas possible. C'est pareil avec la personne. La personne et ses agrégats sont différents. Ouais. OK. Mais ils ne sont pas différents de manière inhérente. S'ils étaient différents de manière inhérente, ils seraient séparés. Vous auriez la personne dans son salon et ses agrégats dans la cuisine. Et ça, c'est possible que si vous avez un mini studio. Je sors toujours la même blague. OK. Et tu rigoles, c'est mon cœur. C'est pour ça que je comprends rien. Donc, on pourrait dire d'une certaine manière, avec deux regards différents, on dirait, par exemple, si on passe le pas de la porte, est-ce qu'on sort dans le couloir ou est-ce qu'on quitte la pièce? Ça dépend pour qui. Oui. Et puis les deux sont vrais. Les deux sont vrais en fonction de deux perspectives différentes. Mais du côté de la personne,
Il n'y a pas deux personnes, une personne qui quitte la pièce et une personne qui entre dans le couloir. Ce n'est pas possible, il n'y a pas deux personnes. C'est du point de vue de deux perspectives différentes. Ouais, ça joue? Très bien, OK. Et donc, si l'Europe et sa base d'imputation, ou si la personne et sa base d'imputation ne sont ni un de manière inhérente, ni différents de manière inhérente, quelle est la conclusion? C'est que ça n'existe tout simplement. Il n'y a pas d'Europe inhérente, il n'y a pas de personne inhérente. Ouais? Il faut en avoir la conviction. C'est très important parce qu'on ne peut méditer sur cette vacuité que si on a obtenu une conclusion conceptuelle. Ouais? Ça joue? Bravo! Donc ça, c'est le premier raisonnement. Il y a le roi des raisonnements qui fait d'une pierre deux coups. Pourquoi on l'appelle le roi des raisonnements? Parce que les autres raisonnements, ni un ni différent, les quatre éclats de diamant, etc., réfutent l'existence inhérente, mais n'expliquent pas comment on existe conventionnellement. Ouais. Alors que là, le roi des raisonnements élimine à la fois l'abysse de l'absolutisme, ok, et l'abysse du nihilisme. Ouais. Ok, c'est pourquoi on est la voie médiane, on est sur ce pont suspendu. On élimine les deux abîmes, les deux erreurs de l'absolutisme et du nihilisme d'un seul coup, en même temps. Ouais. Ok, c'est ce que dit Adrian Nagarjuna dans le chapitre 24, par exemple, à la strophe 19, normalement. 18. Ok. Donc, je voulais parler un petit peu plus du texte d'Adrian Nagarjuna, mais c'est pas grave, ce sera pour une autre fois. Oui, à la rentrée, pourquoi pas. Donc 24, très bien, 24, 19. En fait, en gros, tout simplement, puisqu'il n'y a aucun phénomène qui ne dépende, il n'est aucun phénomène qui ne soit vide, tout simplement. Ouais. Puisque tout ce qui existe en dépendance, tout ce qui existe est dénué d'existence indépendante. Ça joue? C'est le roi des raisonnements. C'est pour éliminer à la fois l'absolutisme et le nihilisme. Ça existe. On élimine quoi? Exactement. Ça existe en dépendance, donc on élimine le nihilisme. Et donc, vu que ça existe, c'est dénué d'existence indépendante. On élimine quoi? L'éternalisme ou l'absolutisme. Ouais. Bravo, 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 c'est magnifique. Très bien. Donc, l'existence dépendante, vous avez la dépendance causale, cause et effet. Ouais. OK. Ça, c'est pour tous les phénomènes impermanents. Ouais. Parce qu'il n'y a que les impermanents qui dépendent de causes et de conditions. Ouais, vous êtes d'accord? Très bien. Donc, après, on ne va pas vous demander qui est venu en premier, l'œuf ou la poule. Ça ne fait pas partie du programme. Mais pour les prasangika, il y a une solution. Alors, physiquement, elle doit exister avant l'effet. Mais sa nature de cause pour les prasangika, ça va être plus qu'une dépendance causale, ça va être une désignation dépendante. Parce que c'est quoi la définition d'une cause? Ce qui produit un effet. Et donc, ça veut dire que sans l'effet, on n'a pas de cause. Donc, pour les prasangika, on va dire que l'œuf et la poule existent en même temps. Sont désignés en dépendance mutuelle. Ouais. Les prasangika vont dire ça. Et les autres écoles vont dire qu'il faut que l'effet dépend de la cause, mais la cause dépendra vraiment de l'effet. Ouais. Les prasangika vont dire la cause dépend de l'effet autant que l'effet dépend de la cause. Pas de manière physique, puisque la cause doit exister physiquement avant son effet, on est d'accord. Ouais. Mais dans la nature de la cause, dans l'entité même de la cause, qu'est-ce qu'une cause? Ce qui crée un effet. Donc sans effet, pas de cause, pas de bras, pas de chocolat. Ça joue? Ça mérite encore beaucoup de raisonnement. Hein. Oui. Les anglophones nous ont envoyé une partie du livre de Péché Taché. OK. Bien, c'est glissement d'effet à cause. Oui. Et après, comment on monte, comment on est passé en 15. Très bien. Mais c'est en anglais. OK. Oups. D'accord. Mais ça nécessite beaucoup de raisonnement. Il faut vraiment se poser sur le coussin. On ne peut pas faire autrement. Il faut se poser sur le coussin, il faut prendre le texte, il faut analyser, se dire, OK, pourquoi est-ce que la cause dépend autant de son effet que son effet de la cause? OK. Et il faut essayer d'analyser quels seraient les contre-arguments et essayer de débattre avec sa propre ignorance. Ouais. Si vous pouvez débattre entre vous, si vous pouvez discuter entre vous, c'est encore mieux. Si vous avez l'occasion de discuter, de remettre en question, de dire, moi je pense plutôt ça, OK, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que tu penses plutôt ça? Parce que ceci, parce que cela. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre possibilité, etc. Et d'analyser, de vous poser des questions. Si vous ne pouvez pas le faire avec d'autres, faites-le avec vous-même. Débattez contre votre propre ignorance, ouais, en analysant de manière rigoureuse.
Très important. OK. Ensuite, vous avez la dépendance du tout par rapport à ses parties. Ouais. Donc ça, c'est valable pour n'importe quel existant, permanent ou impermanent. C'est-à-dire que vous avez une marguerite. Une marguerite, elle dépend de ses causes, vous êtes d'accord? Ouais. Mais elle ne dépend pas que de ses causes, elle dépend aussi de ses parties constituantes, les pétales, le pistil, la tige, etc. etc. Ouais. OK. Donc les permanents, les phénomènes permanents ne dépendent pas de causes et de conditions, mais dépendent de leurs parties constituantes. Donc, ils sont dénués d'existence indépendante. Ils sont vides d'existence indépendante puisqu'ils dépendent de leurs parties. Si ça dépend, ça ne peut pas être indépendant. Ouais. Est-ce que dans ce cadre-là, on peut placer, par exemple, l'ensemble vaut plus que la somme des parties? Non, pour d'autres écoles, oui. Pour les Nyaya en particulier. Pour les Nyaya, la généralité est plus importante que les parties qu'il a constituées, plus importante que ses instances. Oui, exactement. Pour les Nyaya, c'est comme ça, mais Acharya Dharmakirti a beaucoup débattu contre eux et a prouvé qu'une généralité existe à travers ces instances, mais elle ne peut pas exister en deçà de ces instances ou une nature différente de ces instances tout en étant immanente à ces instances, etc. Ça, c'est pas possible. OK. Donc ça, c'est vraiment du point de vue bouddhiste. La généralité et les instances dépendent les unes autant que les autres. Ouais. Très bien. Et la désignation dépendante, ça, c'est le résultat, comme on a vu l'autre jour, hein, quand on médite sur le non-soi, grâce à cette désignation, grâce à l'existence dépendante, on ne peut employer que les deux premiers niveaux de dépendance pour raisonner, pour éliminer l'existence indépendante. Ouais. C'est à l'issue de cette méditation sur la vacuité qu'à nouveau les conventions reviennent et qu'on se dit comment est-ce qu'elles existent, puisqu'elles n'existent pas dans leur base d'imputation, elles existent en tant que simple désignation dépendante. Ouais. Mais ça ne peut pas être utilisé comme raisonnement pour prouver la vacuité. C'est le résultat de notre compréhension de la vacuité. Ouais. OK. Exactement, tout à fait. Très bien. Donc là, j'ai choisi Fantasia parce que c'était dans l'Histoire sans fin. Il y avait un épisode où Fantasia disparaissait tant que les enfants ne lisaient pas le nom des pays sur la carte. Et dès qu'ils lisaient le nom des pays sur la carte, hop, les pays existaient à nouveau. Donc c'est juste un petit délire. OK, mettez ça de côté. Très bien. L'existence semblable à l'illusion. L'existence semblable à l'illusion, ça fait partie des questions que vous aviez, je crois. Normalement, on devait traiter ça. OK. On ne dit pas qu'une personne est une illusion. Vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas une illusion. Ouais. Ouf. Mais vous existez comme une illusion. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on existe conventionnellement. Oui, exactement. Exactement ce que vous dites en même temps. Vous existez conventionnellement, vous n'existez pas de manière réelle, mais vous donnez l'apparence d'existence réelle. Ouais. OK. Comme le magicien sur la scène. Donne l'apparence de couper sa femme en deux, mais en réalité, ne coupe pas du tout sa femme en deux. Ouais. Ça joue? OK. Espérons qu'il ne coupe pas sa femme en deux. Et ça, c'est ce que dit Arya Nagarjuna dans le chapitre 7. La venue, donc la production, on peut dire, la demeure et la désintégration sont déclarées semblables à l'illusion. D'ailleurs, c'est inversé. C'est semblable au rêve, semblable à l'illusion et à la cité des Gandharvas. Oui. Oui, c'est exactement. C'est inversé. Là, ils se sont trompés dans la traduction. C'est pas grave. OK. Très bien. OK. Parce que pour moi, c'est quand même une idée, étant donné que on connaît que le changement. Vas-y. Que ce soit le corps ou l'esprit, ça peut changer. Tout d'accord, tout à fait. Alors, pourquoi ne pas dire que c'est une illusion? Ou alors, vous ici, le moment présent, là, vous êtes en illusion, ce sont déjà précédemment passé. Donc, pour moi, c'est plus simple de dire que c'est une illusion. Alors, ce qu'il faut essayer de voir, par exemple, si vous avez, imaginons qu'à côté de moi, on ait quelque chose de très sophistiqué qui fasse apparaître un hologramme de moi, juste à côté de moi. Très bien. Donc, je donnerai l'apparence d'être là, ouais, à côté. Mais je ne suis pas là, je suis ici, sur ce coussin. Ouais. Si, par exemple, je ne sais pas moi, vous tirez des flèches sur l'hologramme ou vous offrez du thé à l'hologramme, qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va engendrer? Est-ce que ça va engendrer du karma négatif? Est-ce que ça va engendrer du karma positif? Est-ce que ça va être une voie karmique complète ou pas? Non. Parce qu'il n'y a pas de personne. Ouais.
Il n'y a pas de personne. Il n'y a pas de personne qui éprouve de la souffrance si on lui lance des flèches, et il n'y a aucune personne qui éprouve du bonheur parce qu'on lui offre du thé. Il n'y a pas de personne là. Ouais. Après, on peut avoir l'intention d'envoyer des flèches ou des critiques ou des compliments, etc. On peut avoir l'intention de notre côté. Donc, on a quand même quelque chose de malsain qui est là. Il y a quand même une voie karmique incomplète. Mais il n'y a pas de voie karmique complète. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'être conscient là. C'est un hologramme, c'est une simple illusion. Alors que moi, je ne suis pas une simple illusion. Si on me lance des flèches ou si on m'offre du thé, ça va engendrer une voie karmique complète. Là, ça veut dire que tu raisonnes par rapport au conventionnel. Moi, je raisonne par rapport au fait que tout est illusion. J'ai des difficultés. Non, tout n'est pas qu'une illusion. Ouais, c'est très important et la Matsongkhapa en parle aussi dans son chapitre. Dans le sens où une illusion, c'est quoi? Il y a quelque chose qui donne l'impression d'exister. Par exemple, on regarde un mirage. On regarde un mirage, on a l'impression qu'il y a une flaque d'eau qui est là-bas. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a une flaque d'eau ou pas? Il n'y a pas de flaque d'eau. Ouais. Très bien. Donc, il y a l'illusion d'une flaque d'eau, mais il n'y a pas de flaque d'eau. Donc, bien sûr, l'apparence erronée, on est d'accord, elle existe. L'hologramme existe. Ouais. Le tour du magicien existe. Le rêve existe. Ouais, on peut s'en souvenir. Tiens, j'ai rêvé de ci, j'ai rêvé de ça, etc. Ça veut dire qu'on a une cognition valide du rêve au moment où on en avait un. Ouais, pour les personnes handicapées. Ouais, très bien. Donc, le rêve existe. L'apparence onirique existe. Mais l'éléphant, dans l'apparence onirique, est une totale illusion. Il n'existe pas du tout dans la réalité. Ce n'est qu'un éléphant imaginaire, un éléphant onirique. Ouais. Par contre, nous ne sommes pas des personnes oniriques. Ouais. Mais nous sommes semblables à des personnes dans un rêve. C'est ça qu'il faut voir. C'est qu'on donne l'impression d'exister de manière inhérente, alors que nous sommes dénués d'existence inhérente. Ouais. Le magicien donne l'impression de couper sa femme en deux, alors qu'en réalité, il ne coupe pas sa femme en deux du tout. Et donc, c'est là où, en effet, on peut dire que nous sommes semblables à des illusions, mais nous ne sommes pas des illusions. Ça veut dire que pour les prasanghikas et pour les madhyamikas en général, hein, réaliser qu'une illusion est une illusion, ce n'est pas réaliser la vacuité. Parce que moi, je suis peut-être hors sujet. Il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué quand il y a eu le tremblement de terre au Népal il y a quelques années. C'est qu'il y a un État qui, alors moi c'est pareil, moi je dis en anglais, mais je ne suis pas sûre que je traduise correctement, en plus j'ai tout le temps du pays. Mais ce que j'ai compris en tout cas, c'est que la Mazopa a dit le tremblement de terre n'est qu'une vue de l'esprit. Et puis là, je raccourcis aussi certainement. Et moi, ça m'a fait beaucoup travailler, parce que j'ai quand même été un peu choquée. Et puis, je me suis dit, c'est quand même la Mazopa qui dit ça. Donc, j'ai vraiment réfléchi et j'ai travaillé là-dessus. Et donc, c'est par rapport à ça que j'ai peut-être mal raisonné, parce que je me suis dit, ça n'est qu'une illusion, c'est une vue de l'esprit. Et j'ai certainement mal raisonné. Oui. Il faut vraiment essayer de faire la distinction, hein, parce que on a en effet, dans cette tradition scripturale, on a Arya Nagarjuna et Acharya Chanakya, etc. Et la Matsongkhapa, etc. Donc, ils disent, OK, nous sommes des lieux d'existence indépendantes parce que nous existons de manière indépendante. Et ils vont employer des exemples. Par exemple, la magie, le rêve, la cité de Gandharva, etc. OK, par exemple, on va regarder. Vous avez la cité de Gandharva. OK, la cité de Gandharva, c'est un pays mythique de mangeurs de parfums, les Gandharva. Ça, ce serait un magnifique titre d'un roman. OK. Et donc, ça apparaît comme ça, quelque part dans l'espace. OK, vous allez vous rapprocher. Vous allez vous rapprocher. Donc là, c'est juste une citation qui rappelle ce que dit la Masopa Rinpoche. C'est par le pouvoir de l'élaboration conceptuelle que le monde est établi. C'est le Pali Paripricha Sutra qui dit Kalpavashena Vikalpitu Loka. Littéralement, Kalpavashena Vikalpitu Loka. C'est-à-dire, c'est par le pouvoir de l'élaboration conceptuelle que le monde est établi. Donc ça veut dire quoi? Que ça dépend d'une conscience qui désigne tremblement de terre en dépendance d'une base d'imputation en tremblement de terre. C'est-à-dire que du point de vue du glissement du sable, etc., il n'y a pas de tremblement de terre. Pas dans la base d'imputation, c'est impossible. Plus on va zoomer, moins on va trouver. Mais ça existe. Et comme ça existe, mais pas dans la base d'imputation, ça existe en tant que désignation attribuée à cette base d'imputation.
De ce point de vue-là, il y a une vue de l'esprit. OK, très bien. Donc, cette cité de Gandharva, si on essaie de se rapprocher, qu'est-ce qu'on va avoir? Des nuages. Ouais, on va passer à travers, on va voir des nuages. C'est-à-dire que de loin, ça donne l'impression d'être une cité de Gandharva. De près, plus on va chercher, moins on va trouver cette cité de Gandharva. C'est comme sur ce qui se passe sur la scène du magicien. Si on regarde bien ce qui se passe, on verra qu'il y a un truc. Il donne l'impression de faire ceci, alors qu'en réalité, il ne fait pas ceci. Donc, le mode d'apparence et le mode d'être sont totalement opposés. Comme une illusion, c'est comme ça. Ouais. Une illusion donne l'impression qu'il y a un éléphant magique, qu'il y a je ne sais quoi. Mais en réalité, il n'y a pas ça. C'est-à-dire que derrière la simple apparence, on ne peut rien saisir comme existant là de manière concrète et solide. OK. Et donc, réaliser qu'une illusion est une illusion, ce n'est pas réaliser la vacuité. Les enfants, quand ils regardent leur visage dans le miroir, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle l'âge de raison, où on se rend compte que, et même certains individus non humains sont capables de le faire, on leur met une tache de peinture sur le front et ils se regardent dans un miroir, et ils sont capables ils ont la notion d'eux-mêmes, de soi, de leur apparence. OK. Et donc, quand l'enfant se rend compte que le reflet du miroir n'est pas son visage, que c'est une illusion, ça donne l'impression d'être son visage, mais n'est pas son visage, il ne réalise pas la vacuité pour autant, hélas. Mais c'est une aide supplémentaire pour comprendre comment tout semble exister de manière inhérente, alors que c'est dénué d'existence inhérente. Ça apparaît comme une illusion. Ça existe comme une illusion. Ce n'est pas une illusion. Il y a 2-3 jours, on a parlé de ça, de faire la distinction entre faux, erroné et illusion. OK. Est-ce que vous avez compris la différence entre faux et erroné? Oui? C'est quoi? Quand on perçoit quelque chose qui est erroné, c'est-à-dire qu'en fait, on voit la chose, mais on ne voit pas sa vacuité. En fait. OK. Là, on est dans erroné. Quelque chose de faux, c'est de prendre, par exemple, la corde pour le serpent. Oui. Ça, c'est faux. OK, très bien. Très, très bien. Donc ça, c'est très important. Gardez bien ça à l'esprit. C'est très important. C'est exactement ça. Ouais. OK. Tu peux rappeler erroné en démon? Erroné, c'est quand c'est notre conscience, elle est erronée, quand on voit quelque chose ou quelqu'un, on ne voit pas sa vacuité. On voit que le conventionnel. C'est pour ça que c'est erroné. Quand c'est faux, c'est-à-dire qu'on se trompe complètement de. Ouais, voilà, on prend un serpent pour une corde. Exactement. Tout à fait. Quelque chose qui n'existe pas. Voilà. Donc, gardez bien ça à l'esprit. Parce que c'est le même principe pour le reflet dans le miroir. Ouais. Alors, justement, l'illusion totale, c'est faux. Mais exister comme une illusion, ça veut dire exister de manière erronée. Il y a une apparence erronée. Ouais. Donc, c'est là où il y a cette distinction fondamentale. Vous regardez votre visage dans le miroir. OK. Qu'est-ce que vous voyez? Directement. Le reflet dans le miroir. Ouais. OK. Qui donne l'impression d'être votre visage. Mais n'est pas votre visage. OK? Donc, c'est erroné. Mais ce n'est pas faux, puisque vous atteignez votre visage grâce au reflet. Ouais, donc, c'est simplement erroné. Il y a l'apparence de votre visage qui n'est pas votre visage. C'est erroné. Mais il vous permet d'accéder à votre visage, d'atteindre votre visage. Ouais. Donc, ce n'est pas faux. Ouais. Très bien. OK. Donc là, vous savez très bien que c'est erroné, vous avez l'habitude de voir un reflet dans un miroir, vous savez très bien que, voilà, depuis l'âge de raison, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un reflet distordu, il y avait quelque chose d'erroné. Et donc là, ce n'est pas encore réalisé la vacuité, mais ça aide à comprendre ce que veut dire ça. Maintenant, si vous avez cette apparence de votre visage dans le miroir et que vous allez dans le sens de l'apparence, vous êtes persuadé, ah mais mon visage est dans le miroir, là, ce serait complètement faux. On serait complètement à côté de la plaque. Parce qu'on n'atteindrait pas notre visage. On ne serait pas en train de comprendre notre visage. On serait en train d'avoir une cognition fausse, en pensant que notre visage est dans le miroir. Quelqu'un qui dit oh, « quelqu'un a pris mon visage et l'a mis dans le miroir ». Non, ce serait complètement faux. Personne ne pense ça. Ouais. OK. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas dans le faux, si on comprend notre visage grâce au reflet dans le miroir. Mais ça reste erroné, puisque le reflet donne de toute façon l'impression d'être votre visage. Même si vous n'y adhérez pas, vous n'êtes pas dans le faux, vous êtes que dans l'erroné. Des fois, ça me fait penser aussi à des fois, il y a des chiens qui se voient dans un miroir et Oui. croient que c'est un autre chien. Tout à fait. Ça arrive. Ouais. OK. Mais là, c'est pareil. Vous avez l'apparence d'existence inhérente de tout ce qui se manifeste à vos consciences. Conscience conceptuelle, conscience directe. On est comme ça.
On est comme ça. Donc, tout donne l'impression d'exister de manière inhérente. C'est erroné. Si maintenant on adhère à cette apparence, comme quelqu'un qui adhérerait à son visage dans le miroir, on serait dans le faux total, dans la cognition fausse. On serait dans l'ignorance. Et la plupart du temps, on adhère à ce qui se manifeste. On va dans le sens de l'apparence. Ça existe de son propre côté, j'existe de mon propre côté, etc. La plupart du temps, on est dans la cognition fausse, dans l'ignorance. Mais on peut se départir de ça grâce à ces méditations, grâce à la compréhension de la voie médiane. On va, à force de méditer là-dessus, continuer de voir les choses comme si elles existaient de manière inhérente, parce qu'on n'a pas le choix tant qu'on n'est pas un Bouddha, mais on peut ne pas adhérer à ça. Donc on reste dans l'erroné, mais on n'est plus dans le faux. Et puis c'est une connaissance valide quand même, parce que c'est basé sur... Exactement. Exactement. Ça veut dire que c'est ce qu'on avait vu l'autre jour avec la conscience conceptuelle. On avait vu, si on pense à nos chaussures, c'est erroné. Ouais. Ou on regarde nos chaussures dans le miroir, c'est erroné, parce que le reflet donne l'impression d'être les chaussures, mais n'est pas les chaussures. Ou notre conscience conceptuelle pense à nos chaussures, et le reflet conceptuel donne l'impression d'être des chaussures, mais n'est pas des chaussures. Ouais. Donc c'est erroné. OK. Mais c'est une cognition valide. Si on dit mes chaussures sont là parce que je les ai posées tout à l'heure, etc., etc., c'est une cognition valide. On est en accord avec les chaussures, les simples chaussures. Notre conscience conceptuelle ne se trompe pas à l'égard des simples chaussures. Même si les chaussures continuent d'apparaître comme si elles existaient en soi. On n'a pas le choix parce qu'on n'est pas des Bouddhas. Mais malgré tout, on peut certifier les simples chaussures. Tout va bien. On peut avoir des cognitions valides, erronées. Ouais. L'illusion. Hein? Le mot illusion, c'est un peu intéressant par rapport au fait de L'illusion, c'est l'existence ignorante. l'existence humaine. Ouais. Ouais. Donc, l'illusion, on en parle uniquement dans le sens de l'existence inhérente humaine, ou on en parle aussi dans d'autres circonstances. En fait, ça dépend de ce qu'on parle, de ce qu'on évoque par l'illusion. Si on parle de l'apparence illusoire, l'apparence existe. Ouais. Le mirage existe. Le reflet dans le miroir existe. Donc l'apparence illusoire existe. Mais ce que donne à voir cela, donc le fait qu'il y aurait notre visage dans le miroir, le fait qu'il y aurait une flaque d'eau dans le mirage, tout ça, c'est simplement illusoire. C'est totalement distordu. Je plaisante. Quand Bouddha dit, il dit quand tu me vois, tu ne me vois pas. Moi, j'ai pensé qu'il faisait allusion à l'illusion. On avait cette illusion de voir quelqu'un, mais on ne le voit pas tel qu'il est. On peut dire que c'est lié à ça. Par exemple, il y a souvent ce texte qui est cité par Lama Tsongkhapa, le sutra requis par le roi des Nagas, Navatapta, ouais, qui dit littéralement, qui dit ce qui est né n'est pas né, ce qui est produit n'est pas produit, parce qu'il n'y a pas de production en soi, il n'y a pas de production par nature. Ouais. Donc c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que la causalité réfute l'existence indépendante. Ouais. C'est-à-dire que ce qui est produit ne peut pas être produit en soi. C'est l'un des autres raisonnements d'ailleurs. Le tétralème, on ne veut pas le tétralème, les éclats de diamant. Rien ne peut naître par soi-même, ni d'autre, ni des deux, ni sans cause. Ça, c'est la toute première strophe du premier chapitre de la Nagarjuna. Ni de soi, ni d'autre, ni des deux, ni sans cause. Ouais. C'est-à-dire que ce qui naît, il n'y a que 4 possibilités. Et encore, les deux en même temps, on pourrait... bon, c'est pas grave. Donc, soit ça naît de soi-même, soit ça naît de quelque chose d'autre, soit ça naît des deux, soi et autre, soit ça naît de rien. Donc, naître de rien, c'est plus facile à réfuter. Parce que dès l'instant où on a des effets, il y a nécessairement des causes. Donc, on n'a aucune situation nouvelle, aucun événement nouveau, aucun phénomène nouveau qui naisse comme ça de rien. Ex nihilo, c'est pas possible. Ouais. Ok. Ensuite, naître de soi-même, c'est pas possible non plus. Parce que être une cause implique d'exister avant les faits. Donc, si on est de soi-même, donc on doit exister avant soi-même. Et si on existe déjà avant soi-même, quel besoin a-t-on de se produire? Est-ce qu'on existait déjà? Ouais. Ok. Donc ça, c'est déjà plus facile. Naître d'autres, là, c'est plus compliqué. Là, c'est plus compliqué. Ça veut dire, si c'était autre, c'est comme tout à l'heure par rapport à la personne et ses agrégats.
Si c'était autre, séparé, différent en soi, ce serait de manière inhérente. Ouais. Donc ça veut dire que ce serait séparé. Ça n'aurait aucun lien. Comme deux tables, l'une à côté de l'autre, elles n'ont aucun lien. Ce qui arrive à l'une, ça ne change rien pour l'autre. Ouais. OK. Donc si on avait une graine et sa pousse qui était autre en soi, elles n'auraient aucun lien l'une avec l'autre. Exactement comme une table avec une autre. C'est-à-dire que la pousse pourrait très bien être d'une graine, comme elle pourrait très bien être d'une non-graine. Parce que graine et non-graine sont autant autres que la pousse, l'une que l'autre. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Il faut avoir l'habitude de manier ces raisonnements et vraiment s'asseoir sur le coussin et essayer d'y penser. Il n'y a pas de possibilité, c'est pas possible. Et un cours d'un blanc-bec comme moi ne pourra jamais remplacer ces méditations-là, c'est impossible. OK. Donc, ce n'est pas très grave, c'est simplement, il faut se dire, il faut se donner du temps et essayer de revenir là-dessus. Ouais. OK. Et donc, en effet, ce qui naît n'est pas vraiment né. Ce qui dépend de causes et de conditions ne peut pas exister de manière indépendante, ne peut pas être produit de manière indépendante, puisque ça dépend de causes et de conditions. Donc, ça ne peut pas exister de manière indépendante, ça ne peut pas être un produit en soi. C'est ça que ça veut dire. Quand il y a le débat qui n'est pas démarqué. Ouais. OK, très bien. On va essayer de terminer. Quand nous rêvons, tout ce qui se manifeste est pris pour la réalité. Ouais. OK. Donc là, dans le rêve du samsara, c'est pareil. Le rêve entre guillemets du samsara. Les tables, les personnes, nous-mêmes, on donne l'impression d'exister de manière inhérente, alors qu'elles n'existent pas de manière inhérente. Là, tout ce qui se manifeste dans un rêve donne l'impression d'être la réalité, mais en réalité, ce n'est pas la réalité. OK. Tous les êtres ordinaires qui n'ont aucune approche de Madhyamaka, la voie médiane, prennent ce qui existe comme étant la réalité ultime. Comme s'il n'y avait qu'une seule réalité pure et dure. On ne se pose même pas la question, est-ce qu'il y aurait quelque chose derrière les simples apparences? Ouais, si on n'a pas l'approche de la voie médiane. Ensuite, le rêveur se rend compte qu'il rêve. Les apparences continuent de se manifester, mais ne leur accordent plus la même réalité. Ouais, si vous regardez un film, par exemple dans Matrix. Dans Matrix, le tout premier, je crois, à un moment donné, il y a un bug, il y a un chat noir qui bug. Donc, Neo se rend compte qu'il y a un truc qui cloche dans la réalité. Ouais. Et bien là, c'est un petit peu la même chose. Imaginez que vous soyez en train de rêver et que vous vous rendiez compte que vous êtes en train de rêver. Est-ce que votre rêve va cesser pour autant? Non, vous allez continuer de rêver. Mais vous n'avez plus du tout saisir les apparences comme réelles. Comme quand vous regardez un film, un super film, à un moment donné, il y a un bug dans le scénario, vous n'adhérez plus vraiment à l'histoire, ouais, mais l'histoire continue de se dérouler devant vos yeux. Ok, c'est le même principe. Une personne ayant une approche de Madhyamaka n'accorde plus la même réalité aux apparences. Ça, c'est très, très important. Ok. Donc, pour qu'il y ait existence semblable à l'illusion, il faut une apparence et la réfutation de l'existence inhérente. Donc, une apparence semblable à l'illusion, ça veut dire que les choses donnent l'impression d'exister de manière inhérente, mais grâce à la voie médiane, grâce à Arya Nagarjuna, la Matsukapa, on a compris que c'était dénué d'existence inhérente. Ça donne l'impression d'exister de manière indépendante, alors que ça n'existe que de manière dépendante. Ouais. Ça joue? Et donc ça, c'est l'apparence semblable à l'illusion. Comme un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel est magnifique parce que, justement, il est insubstantiel. Si on veut aller courir après l'arc-en-ciel et essayer d'aller l'embrasser, d'aller le prendre dans nos mains, est-ce qu'on va y arriver? Non. Parce qu'il faut être à une certaine distance avec un certain angle pour que la lumière se réfracte exactement selon cet angle-là, et on a un arc-en-ciel. S'il manque l'une de ces conditions, c'est foutu, il n'y a plus d'arc-en-ciel. Donc l'arc-en-ciel existe, mais de manière purement indépendante. Ouais. Bravo, bravo, c'est magnifique. Et ça, c'est très utile pour les tantras aussi. Parce que la vacuité, sans la vacuité, il n'y a pas de tantra. Ce n'est qu'une blague. Essayer de réciter des mantras, pour qu'on pratique le tantra sans la vacuité, c'est impossible. OK. Réaliser qu'une illusion, un rêve, un tour de magie, etc. ne sont pas tels qu'ils nous apparaissent, revient-il à réaliser l'absence d'existence inhérente? Réaliser, par exemple, on voit notre reflet dans le miroir et on comprend que ce n'est pas notre visage, que c'est juste un reflet. Est-ce qu'on a réalisé la vacuité de l'existence inhérente? Non. On a juste réalisé. Exactement. Exactement. On a juste réalisé qu'il y a une apparence erronée. C'est tout. Mais ça aide quand même à comprendre que, en effet, les choses semblent exister de manière pure et dure, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. OK, on comprend qu'un reflet du visage dans un miroir n'est pas le visage, ne revient pas à réaliser que le reflet n'existe pas de manière inhérente. Bien sûr que non, sinon les enfants comprendraient tous la vacuité en comprenant que le reflet n'est pas leur visage.
Mais cela sert d'exemple pour comprendre le non-soi. Ouais? OK. Cela sert d'exemple pour comprendre le non-soi. Il faut alors comprendre que le reflet est vide d'être le visage, puis vide d'existence en soi. Là, en effet, on peut avoir des chances d'approcher la vacuité. OK. Je vais m'arrêter là parce que ça va faire beaucoup. Très bien. Est-ce que vous avez encore du temps ou pas? Il faut remettre Ah. Juste avant? celui d'avant. Ah, voilà. Ouais, aussi. OK. Très bien. Est-ce qu'il y a des difficultés dans ce qu'on a vu là? Est-ce que ça va? Est-ce que... Ça va. OK. Mais je me demande, dans mon cas, est-ce que ce serait pas mieux pour moi d'arrêter aujourd'hui, indépendamment du temps? Parce que la source d'information qu'on va recevoir, c'est quand même assez lent. Plus ce maintenant, c'est à fait milieu. Moi, personnellement, ça me suffit. Très bien. Maintenant, si d'autres personnes ont continué. Donc, c'est ce qu'il fallait. Il fallait vraiment parler de ça. OK. Et ensuite, essayer de discuter au maximum de ce qui va venir après, parce qu'il y a des choses un peu difficiles qui vont venir après. Essayez de discuter au maximum. Essayez de bien comprendre. Si vous avez déjà compris ce que veut dire erroné et la différence avec faux, déjà, ça change tout. Ouais. Déjà, ça change tout. Et puis, essayez de discuter au maximum, essayez de réfléchir beaucoup, essayez de lire des textes annexes, des matériels annexes, et de revenir encore et encore sur ce qu'on a vu là. Ouais, c'est vraiment le seul moyen. On ne peut pas faire autrement parce que c'est difficile pour nous tous. On est tous dans la même galère, hein, de toute façon. Okay. En tout cas, merci du fond du cœur. Merci, c'était un plaisir. Et puis, on essaiera de voir si à la rentrée, il y a besoin. Moi, c'est avec grand plaisir. J'adore en parler. Ça ne veut pas dire que je le comprenne, mais... OK, ça va. Ça marche, merci beaucoup. Les exemples, grâce aux exemples, ça permet de mieux... Oui, c'est très utile. C'est très utile.